24 personnes au moins ont été tuées et 42 autres blessées dans un attentat à Kaboul ce lundi. En effet, une voiture piégée s'est jetée contre un autobus transportant des employés du ministère des Mines, d'après le ministère de l'Intérieur. Le drame s'est produit dans un quartier à majorité chiite où sont installés de nombreux clubs de gym, universités et commerces. Les talibans ont revendiqué l'attaque sur leur compte Twitter, affirmant avoir visé un bus transportant des membres des services de renseignement. Mais de nombreux témoins avancent que les victimes sont majoritairement civiles. La communauté Hazara, minorité chiite de quelques 3 millions d'habitants, commémore ce 24 juillet le premier anniversaire d'un attentat contre une manifestation de son mouvement Lumière qui avait fait 84 morts et plus de 300 blessés au cœur de Kaboul le 23 juillet 2016. Le porte-parole de la présidence a annoncé ce lundi que les talibans ont encore attaqué dimanche un hôpital dans un district reculé de la province de Gore, tuant 35 personnes. Au cri de non à la censure, non à la dictature ou encore à bas l'État policier, les manifestants ont marqué leur opposition aux dernières mesures législatives visant à renforcer le contrôle d'Internet par les autorités. La police a estimé le nombre de manifestants à 800. Selon un journaliste de l'agence France Presse sur place, ils étaient entre 1000 et 1500 à avoir répondu à l'appel du parti Parnas, dirigé par l'ancien Premier ministre Mikhail Kasyanov et qui a organisé cette manifestation. Le net russe, très utilisé par l'opposition, connaît ces dernières années un tour de vis des autorités et la tendance se renforce actuellement sur fond de lutte antiterroriste. Vendredi, le Parlement russe a ainsi approuvé une loi interdisant l'utilisation en Russie des anonymiseurs, services web qui permettent d'accéder de manière anonyme à des sites bloqués dans le pays. Il a également voté une loi obligeant les utilisateurs à s'identifier par un numéro de téléphone pour utiliser les messageries sur Internet. Fin juin, l'autorité de surveillance des médias avait aussi menacé de bloquer Telegram, une messagerie très populaire en Russie pour son niveau élevé de cryptage. Et depuis le 1er janvier, les entreprises web russes et étrangères sont forcées de stocker les données de leurs utilisateurs en Russie et de les transmettre aux autorités si elles en font la demande. Pour tenter d'apaiser les tensions entre le Qatar et 4 pays arabes qui l'accusent de soutenir l'extrémisme islamiste et de se rapprocher de l'Iran, le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé ce dimanche une tournée dans le Golfe. Mais avant de prendre l'avion pour l'Arabie Saoudite, le président turc a déclaré lors d'une conférence de presse à Istanbul qu'il n'est dans l'intérêt de personne que cette crise se prolonge davantage. Le monde musulman a besoin de coopération et de solidarité, pas de nouvelles divisions. Il n'est dans l'intérêt de personne que cette crise se prolonge davantage. Le chef de l'État turc s'est entretenu ce dimanche avec le roi Salman d'Arabie Saoudite à Jeddah, dans l'ouest du royaume, sur la conjoncture régionale et les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme et ses sources de financement. Il s'est ensuite rendu au Koweït, deuxième étape de sa tournée où il a été reçu par l'émir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, médiateur dans la crise sans précédent que traverse le Golfe. Ce lundi, il sera reçu au Qatar par l'émir Sheikh Tamim Ben Ahmad Al-Thani. À 2 jours de l'élection des 545 membres de l'Assemblée censée réécrire la Constitution, la tension ne faiblit pas au Venezuela. L'opposition a appelé dimanche au boycott de l'élection de l'Assemblée constituante et réitéré son appel à une grève de 48 heures mercredi et jeudi et à un grand défilé à Caracas vendredi. L'opposition considère que les modalités prévues pour l'élection des membres de l'Assemblée ne sont pas équitables et favorisent le camp chaviste. Et quelques 70% des Vénézuéliens sont opposés au projet d'Assemblée constituante selon l'Institut de sondage Data-Analysis. L'opposition a lancé vendredi une autre initiative contre le pouvoir en élisant une Cour suprême parallèle. Mais rien n'émousse l'ardeur de Nicolás Maduro. Le président vénézuélien a annoncé dimanche une sévère répression contre les membres de la Cour suprême parallèle créée par l'opposition. Le chef de l'État a promis les envoyer en prison et de placer leurs biens sous séquestre.
Il a réaffirmé sa détermination, sommant l'opposition de respecter le droit du peuple à voter librement et sans violence. L'autorité a une nouvelle fois accusé les États-Unis d'être derrière la crise vénézuélienne. Depuis le début de la vague de manifestations, 103 personnes ont été tuées et des milliers blessés, ainsi que des centaines d'arrestations. De la jungle colombienne au banc du Parlement, la conversion des FARC en Colombie représente l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire du pays après l'accord de paix signé en novembre avec le gouvernement. Le parti politique des FARC sera lancé le 1er septembre. Cette transformation de la plus ancienne rébellion des Amériques est une étape décisive du retour à la vie civile des forces armées révolutionnaires de Colombie. Elle interviendra à quelques jours de la visite du pape François, prévue du 6 au 10 septembre. Le nom, la ligne politique et les représentants du futur mouvement devraient être décidés lors d'un congrès des FARC annoncé pour fin août. Les FARC jouissent d'une mauvaise image en raison de nombreux enlèvements commis, comme celui de l'ex-candidate présidentielle Ingrid Betancourt en 2002, de massacres tels celui de Bodiaya qui a fait 79 morts et d'attentats tels celui du club El Nogal qui a fait 36 morts en 2003 à Bogota. En mai dernier, 82% des Colombiens avaient une opinion négative des FARC selon l'institut de sondage Gallup. Plusieurs incendies dans le sud-est de la France et en Corse ont ravagé depuis lundi plus de 3000 hectares, notamment dans le Var, où le feu restait mardi difficile à maîtriser selon les autorités. Attisés par des vents violents, les incendies ont pris en Corse, île de Méditerranée et sur le continent, dans le Luberon, les Alpes-Maritimes et le Var, nécessitant des évacuations d'habitants. Pour les secours, le Var sera mardi le département le plus compliqué où les vents violents ne faibliront pas selon les prévisions météorologiques. En revanche, dans les Alpes-Maritimes, le feu qui a parcouru 70 hectares était en passe de ne plus progresser dans la nuit selon la préfecture. Les secours espèrent venir à bout des feux en Haute-Corse et dans le Vaucluse d'ici à la fin de la matinée du mardi. Au total, 19 avions bombardiers d'eau, dont 10 Canadair, 7 tracteurs et 2 Dash gros porteurs bombardiers d'eau et plus de 2000 soldats du feu interviennent dans le sud-est du pays et en Corse pour venir à bout de ces incendies d'origine inconnue. Selon un bilan provisoire des autorités, 1500 hectares ont brûlé en Haute-Corse, 800 autres dans le Vaucluse, 400 hectares à Croix-Valmer, 300 autres près de Saint-Maximin et 80 hectares à Carence. 4 pompiers ont été blessés dans le Var, selon des médias locaux, et 15 policiers, dont 11 CRS, ont été légèrement intoxiqués par des fumées en participant à la lutte contre l'incendie en Corse, a-t-on appris de sources policières. En reprenant ce dimanche sur la télévision officielle vénézuélienne le thème de la chanson Despacito, le président Nicolás Maduro a assuré être victime d'une persécution mondiale. Il ajoute que la dictature impérialiste avait interdit une version de la chanson populaire utilisée pour promouvoir l'élection d'une assemblée constituante qui se tient dimanche prochain. Despacito. Despacito. Donc, je présente toujours de nouvelles choses pendant le programme du dimanche et j'ai dit, regarde cette vidéo qu'on m'a envoyée. Les gars ont fait une chouette vidéo, des gens qui dansent. Ils sont partis de Miami pour interdire la vidéo de Maduro. Une vidéo interdite dans le monde, la dictature impérialiste, il ne faut pas l'écouter. Ils l'éliminent même sur YouTube, la persécution mondiale contre moi, contre nous. Y lo están eliminando de YouTube, de todo. La persecución mundial contra mí, contra nosotros, entre el pueblo soberano de Venezuela y la oligarquía. La lutte entre le peuple souverain du Venezuela et l'oligarchie de Trump et Santos, la constituante ou Trump. Que le peuple décide, la constituante ou Trump, l'indépendance ou Trump, la paix ou Trump. Voilà. Paz o Trump.
Ahí estamos, pues. Le chanteur portoricain Luis Fonsi et le rappeur portoricain Daddy Yankee ont condamné ce lundi l'usage illégal et néfaste que le président vénézuélien a fait de leur tube mondial. De son côté, l'opposition a appelé au boycott de l'élection d'une assemblée constituante après 4 mois de manifestations réclamant le départ de Nicolás Maduro. Le président américain Donald Trump a choisi la solennité d'une conférence de presse à la Maison-Blanche pour asséner un nouveau coup à Jeff Sessions. À ce dernier, il reproche de ne pas l'isoler des enquêtes sur l'affaire russe qui empoisonne son début de mandat. La sortie du président laisse peu de doute sur le départ prochain du ministre en démissionnant ou en étant limogé. S'il allait se récuser, il aurait dû me le dire avant son entrée en fonction et j'aurais simplement choisi quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est mauvais, non pas pour le président, mais pour la présidence. Je suis très déçu par le ministre de la Justice, mais nous verrons bien. Le temps dira, le temps dira. Jeff Sessions a perdu la confiance du président américain depuis le 19 juillet. Donald Trump reproche à son ministre de s'être récusé dans l'enquête menée dans un premier temps par le FBI et désormais par un procureur spécial sur l'ingérence du Kremlin dans l'élection présidentielle et sur d'éventuelles complicités au sein de l'équipe de campagne de Trump. Le ministre de la Justice avait omis de rapporter une rencontre avec l'ambassadeur russe à Washington, Sergei Kislyak, plus tard révélé par la presse. Plus la date cruciale du vote approche, plus l'Assemblée constituante suscite au Venezuela dénonciation, opposition, rejet. L'élection des membres de cette assemblée censée réécrire la Constitution doit avoir lieu dimanche prochain. L'opposition mène une campagne farouche et multiforme pour contrer l'initiative de Nicolás Maduro. À cet effet, a été convoquée une grève générale de 48 heures pour ce mercredi et jeudi. Luisa Ortega, la procureure générale du pays, est depuis 4 mois la principale figure de la contestation au sein même du camp chaviste. Ce qui se rapproche du Venezuela, des habitants de ce pays, de ses citoyens, est une manière de justifier les abus, les privations illégitimes de liberté, les perquisitions sans mandat, la prison pour tout pour s'être opposé à la Constituante. Peuple du Venezuela, devant les persécutions sévères et les abus horribles, devant les irrégularités qu'impose le pouvoir politique, je veux que vous sachiez que je joue le tout pour le tout avec vous. J'en appelle au peuple. Je demande qu'il m'accompagne pour exiger la justice, pour demander le respect de cette Constitution. Elle doit être respectée. Ceci est notre ultime héritage. Máximo legado. Les propos sont clairs. Luisa Ortega considère que l'élection de l'Assemblée constituante prévue dimanche est illégale car le pouvoir aurait dû préalablement demander aux citoyens par référendum s'ils désiraient que la Constitution soit modifiée. Depuis le début de cette vague de protestations, 103 personnes ont été tuées et des milliers blessées. Une fois la décision prise, la Maison-Blanche peinait mercredi à détailler l'application de l'interdiction aux personnes transgenres de servir dans l'armée américaine. C'est sur Twitter que le président américain Donald Trump s'est exprimé. La nouvelle suscite de vives réactions jusque dans les rangs républicains. Quel est l'intérêt d'empêcher des gens de rejoindre l'armée alors qu'ils essayent juste de nous protéger? L'Amérique accepte tout le monde et Trump ne comprend pas ça. C'est mal qu'il essaye de retirer à qui que ce soit le droit de servir son pays. C'est injuste. Ils essaient de détourner l'attention du fait que le pays est révolté par ce gouvernement et la tentative du Congrès républicain de retirer l'assurance maladie de millions de personnes. C'est ça qui est réellement en train de se passer. Pour justifier sa décision, Donald Trump a mis en avant le fardeau des coûts médicaux énormes et les perturbations que des personnes transgenres dans l'armée entraîneraient. Le ministère de la Défense américain semble avoir été pris de court par cette annonce alors que le ministre de la Défense, Jim Mattis, est en congé.
Selon le ministère de la Défense américain, il y aurait 2500 à 7000 personnes transgenres sur les 1,3 million de militaires en activité.